Bonjour à tout le monde, bienvenue au webinaire fruits et légumes frais. Je vais commencer par me présenter, Mélissa Gagnon, agronome conseillère en production maraîchère pour la direction Montréal Laval Lanaudière du MAPAC. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Dans le fond, je vais être votre animatrice pour la durée du webinaire. J'en profite tout de suite pour remercier le CRAC pour l'organisation, la logistique et remercier toute son équipe. Dans le fond, je veux aussi vous informer que le webinaire a été organisé en collaboration également avec un comité organisateur composé d'Amélie Lachapelle qui est avec moi, de Innovterra Service Conseil, aussi de Amélie Lepage de Poussée de Croissance et de Mylène Savard de Qualité, Salubrité, Conseil. Donc, vous avez reçu il y a quelques minutes déjà dans votre boîte de courriel un sondage à remplir, un SurveyMonkey, un formulaire d'appréciation pour nous donner votre opinion sur l'événement. Donc, n'hésitez pas à compléter au fur et à mesure ou bien d'attendre à la fin du webinaire là, pour répondre. Merci de prendre ces quelques minutes-là pour répondre aux questions qui ne sont pas très longues, mais qui nous permettent d'orienter les prochains événements. Donc, comme je disais, on va attendre à la toute fin des conférences là, avant d'adresser les questions aux conférenciers. Je laisse François Carl continuer les vérifications pour s'assurer que vous avez accès au son. Mais on débuterait dès maintenant la première conférence Heather Gale. Un instant. Je vais mettre en ligne. Donc, notre première conférencière est Mme Heather Gale, directrice générale de Canada Gap. Mme Gale travaille au sein de l'industrie horticole du Canada depuis 2000 et est directrice depuis 2012. Elle est administratrice de la Coalition canadienne de la filière alimentaire pour la salubrité des aliments et puis elle est également membre du groupe de travail technique pour l'initiative pour la sécurité alimentaire. Donc, normalement, Heather, si tu mets diffuser ma vidéo, on devrait pouvoir te voir avec ton PowerPoint. Je vais te laisser la parole. Salut et désolé. Bonjour tout le monde. Merci de nous avoir joints aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être ici pour présenter les modifications qui ont été apportées cette année au guide de salubrité des aliments de Canada Gap. Alors, c'est la version 8.0. Un petit survol de ma présentation. Je vais parler de la publication des guides pour cette année, puis je vais revoir les principales modifications qui sont apportées au guide et aussi aux annexes pour la version 8.0. Et puis, je comprends que les questions seraient toutes à la fin du webinaire, Mélissa? Exactement. Alors, pardon, merci. Alors, pour commencer, les guides ont été publiés le 31 janvier. Alors, j'espère que tout le monde a reçu notre communiqué à ce sujet. Les modifications s'appliquent à la saison 2020. Alors, les guides entrent en vigueur le 1er avril de cette année. Alors, j'espère que ça vous donne assez de temps pour mettre en œuvre les modifications, faire la formation des employés qui sera peut-être nécessaire. Et puis, débutant le 1er janvier, les audits Canada Gap seront fondés sur les nouvelles exigences. Alors, l'année dernière, il n'y avait aucune mise à jour faite au guide. Alors, ceci signifie que 2 ans de modifications ont été incorporés dans la mise à jour de cette année. Les guides sont disponibles sur notre site web www.canadagap.ca. Je vais parler un peu des sujets suivants. Alors, le champ d'application des guides, des définitions du glossaire qui ont changé ou qui ont été ajoutées,
Les renseignements sur l'exploitation, c'est une section du guide. Puis les sections 1 à 24, ça devrait dire sur le diapo, les registres et puis les annexes. Alors, pour le champ d'application, il y a quelques changements. En ce qui concerne les produits de serre, à compter du 1er janvier, les micro-pousses ne font plus partie du champ d'application du programme Canada Gap. Et puis, à compter du 1er avril de cette année, la production aquaponique ne fait plus partie du champ d'application du programme. Alors, ces deux modifications résultent de la nouvelle science sur ces sujets et on avait communiqué ces changements en avance l'année dernière. Alors, ce n'est pas vraiment nouveau, mais ça rentre en effet depuis ou bien janvier ou avril de cette année. Pour le guide pour les fruits et légumes, toutes les cultures qui sont cultivées dans des environnements non contrôlés, tels que les grands tunnels ou les mini-tunnels, font maintenant partie du champ d'application du guide pour les fruits et légumes. Pour le glossaire, il y a plusieurs définitions nouvelles, incluant un audit interne, une définition pour les autres produits, définition pour le code de l'eau, pour la culture de la salubrité des aliments, pour la date de départ et pour l'eau d'application post-récolte de produits chimiques à usage agricole. On a retiré quelques définitions aussi des guides cette année, incluant l'eau d'application de produits chimiques pendant l'emballage et la pulvérisation mouillante. Alors, ces définitions ne font plus partie des guides. On a aussi révisé plusieurs définitions, par exemple les accessoires d'emballage, la définition du terme avant la première utilisation, la définition pour les bâches et les contenants de récolte, aussi pour les micro-pousses, pour les produits chimiques à usage agricole, pour les serviettes humides et sous la grande définition pour l'eau, on a fait des révisions à plusieurs autres définitions eau à usage agricole. C'est important de revoir ces définitions, vous implantez les exigences du programme. Il est fait revoir ces définitions parce que ça peut changer comment vous implantez les exigences du programme. Il est fortement recommandé de réimprimer le glossaire chaque année ou au moins de revoir et réimprimer les définitions qui ont changé. Et c'est très important de bien comprendre les modifications qui ont été apportées à la terminologie. Habituellement, c'est à des fins de précision qu'on change les définitions parce que ça peut avoir un effet sur la façon dont on peut respecter l'exigence. Par exemple, nouveau terme, autre produit. Alors, on précise dans le glossaire exactement ce qui est considéré comme un autre produit et ce terme est essentiel à la bonne compréhension des exigences. Dans la section d'introduction du guide, une nouvelle phrase a été ajoutée visant la date annuelle de début des opérations et ça se trouve sur la page nommée Renseignements sur l'exploitation. Alors, on a ajouté une phrase qui lit « Pour de plus amplement sur la sélection d'une date de départ, consultez la FAQ, les questions fréquemment posées pour la section 15 sur notre site web. » Alors, ça vous donne des conseils
autour de comment choisir la date de départ aux fins des guides de l'implantation de votre programme. Alors, dans les sections même du guide, je commence avec les modifications à la section 6, produits chimiques à usage agricole. Alors, nous avons reçu des demandes pour tenir compte de l'application post-récolte de produits chimiques à usage agricole sur tous les fruits et légumes frais. Alors, on a ajouté des nouvelles exigences visant l'application post-récolte de produits chimiques à usage agricole. Alors, c'est des produits chimiques qui sont appliqués pendant l'emballage, avant, pendant ou après l'entreposage, avant la conservation, etc. Alors, des changements reliés à cet ajout se trouvent aussi dans la section 15 des guides et dans les registres H1 et H3. Et je vais parler un peu plus tôt de ces changements aussi. Aussi, dans cette section, on a modifié la remarque visant le DAR pour refléter une nouvelle interprétation de l'Agence de réglementation sur la lutte antiparasitaire, ou l'ARLA. Alors, le remarque lit au Canada, un DAR de 1 jour veut dire qu'une exploitation peut récolter le lendemain de l'application. L'ARLA détermine le DAR en termes de jours calendrier et non pas en heures. Alors, c'est un changement de l'interprétation précédente. Restant dans la section 6, on a ajouté une exigence visant l'entreposage de produits chimiques à usage agricole. Alors, ça se peut que l'entreposage soit fait dans des endroits réservés exclusivement aux produits chimiques à usage agricole, aux engrais commerciaux et aux produits antiparasitaires portant un numéro LPA. Dans la section 7, eau à usage agricole, la nouvelle science a incité l'ajout suivant. On a ajouté un élément à l'évaluation des risques pour les sources d'eau à usage agricole et les exploitations doivent évaluer l'emplacement de l'équipement de captage de l'eau d'irrigation. C'est-à-dire que l'équipement doit être positionné de façon à ne pas aspirer le sédiment. Dans la section 8, pour l'équipement, une nouvelle exception a été ajoutée suite à une demande des usagers. Alors, les rouleaux et les brosses qui font partie de l'équipement technique, évidemment, n'ont pas besoin d'être faits de matériaux non poreux. Le texte suivant a été ajouté à la case « Exigence » dans la section pour l'équipement. Les activités d'entretien ne doivent pas représenter un risque de contamination des fruits et légumes frais. On a aussi ajouté des mots à la phrase visant les outils de coupe et de parage manuel. C'est pour l'équipement de site de production et aussi pour l'équipement technique. Alors, les outils de coupe et de parage manuel qui entrent en contact direct avec les fruits et légumes, de même que leurs étuis ou trousses ou gaines, sont nettoyés délicatement. Il y a beaucoup de changements à la section 8. Alors, pour l'étalonnage de l'équipement de site de production, le terme procédure a été remplacé par le mot instruction pour plus de clarté. Et la référence à toutes les séries de buses du pulvérisateur a été retirée de la liste d'exemples d'applicateurs de produits chimiques à usage agricole. On a aussi retiré l'exigence d'étalonner les épandeurs. Et c'est pour le guide pour les fruits et légumes seulement. Pour l'étalonnage de l'équipement technique, on a retiré l'exigence d'étalonner les chlorateurs.
Dans la section 11, installation sanitaire, on a modifié l'énoncé pour clarifier l'intention de l'exigence suivante. Alors, toutes les stations de lavage de mains ont des affiches de lavage de mains compréhensibles, par exemple, dans le langage des employés ou avec des pictogrammes qui correspondent à l'option de lavage de mains choisie. C'est assez évident, mais on a été demandé de clarifier cet aspect de l'exigence. Restant dans la section 11, pour les installations sanitaires, on voit l'ajout de nouvelles exigences pour les entrepôts de fruits et légumes récoltés autonomes. Alors, pour ces entrepôts, la personne responsable fournit des toilettes sur les lieux, par exemple 500 mètres ou 5 minutes à pied, ou qui sont accessibles par transport, par exemple utilisant le véhicule de l'employé. Ce sont les mêmes options pour les toilettes ici qui sont acceptables pour les sites de production. Dans la section 12, sur la formation des employés, suite à la demande des usagers, l'exigence a été modifiée comme suit. La personne responsable offre la formation adéquate et le matériel didactique dans un langage compréhensible pour les employés de façon à ce qu'ils comprennent. Notre section favorite sur l'eau. On a ajouté de nouvelles exigences pour tenir compte des risques potentiels liés à l'eau d'application post-récolte de produits chimiques à usage agricole. Alors, ça correspond aux ajouts que j'ai déjà mentionnés à la section 6. La pulvérisation mouillante pour les fruits et légumes seulement a été retirée puisqu'elle est maintenant couverte par ces nouvelles exigences. Alors, je vais les revoir un peu en détail. Alors, ce sont les nouvelles exigences pour l'eau d'application post-récolte de produits chimiques à usage agricole. Alors, ce guide, premièrement, l'eau servant à l'application post des autres usages de l'eau qu'on trouve dans les guides. Premièrement, l'eau servant à l'application post-récolte, par exemple, l'application des produits chimiques à usage agricole pendant l'emballage ou l'entreposage ou la conservation, doivent provenir d'une source d'eau potable. L'eau servant à l'application post-récolte demeure potable s'il s'agit de la dernière eau à entrer en contact avec les fruits et légumes, c'est-à-dire s'il n'y a pas de rinçage final. Aussi, dans la section 15 pour l'eau, on a ajouté des nouvelles exigences pour les canneberges et les camerises. L'eau servant à remplir les canaux de convoyage, les refroidisseurs à l'eau, les bassins de réception, les seaux, etc., est potable. Et l'eau utilisée pour le refroidissement, le convoyage, le lavage ou le refroidissement à l'eau demeure potable s'il s'agit de la dernière eau à entrer en contact avec les fruits et légumes. Non? On a aussi modifié l'énoncé qui explique que l'échantillon peut être prélevé de la source d'eau si un boyau est utilisé pour rincer les fruits et légumes pour le rinçage final. Alors, la précision a été ajoutée suite aux demandes d'interprétation au personnel technique de Canada. Faire analyser l'eau à partir des boyaux est difficile et peu pratique, et les risques qui sont liés aux boyaux sont traités avec des procédures spécifiques dans la section 8 des guides. Aussi, dans la section 15, on a ajouté des nouvelles exigences qui visent l'eau utilisée avec d'autres produits.
tels que définis dans notre glossaire, et aussi l'eau servant à humidifier d'autres items. Et c'est pour le guide de fruits et légumes seulement. Et on parle ici des linges qui servent à essuyer les fruits et légumes. Et ces exigences aussi sont semblables aux autres usages de l'eau, alors seraient familiers aux utilisateurs du programme. Et je n'ai pas inclus les détails. Section 17, fourniture d'emballage. Ici, vous allez trouver l'ajout de nouvelles exigences qui visent les couvercles des contenants de récolte. Alors, on exige que ces couvercles sont maintenus au sec et qui sont manipulés et entreposés de façon à prévenir la contamination. Par exemple, pas sur le sol. Il y a un typo, pas sur le sol. On a aussi ajouté une exigence qui vise les fournitures d'emballage commercialisables primaires. Et on exige ici que la personne responsable utilise des fournitures qui sont manipulées, et je vais lire la nouvelle section, qui sont manipulées de façon à prévenir la contamination croisée avant et pendant leur utilisation. Et l'exemple fourni, c'est les boîtes qui sont gardées sur des surfaces propres. Voici un des changements qui est lié avec la nouvelle réglementation fédérale. Alors, dans la section 17, fourniture d'emballage, les fraises et framboises ne bénéficient plus d'une exception au regard des exigences en matière d'étiquetage. Et c'est défini par le règlement. Alors maintenant, ces fournitures d'emballage doivent être identifiées correctement avec le nom et l'adresse de l'exploitation qui a produit les fruits ou de l'exploitation qui a emballé les fruits ou de l'entreprise pour qui les fruits ont été produits ou emballés. Il y a aussi une nouvelle exigence qui vise à l'obligation d'identifier les fournitures d'emballage commercialisables primaires à l'aide d'un code de l'eau. Il y a une définition pour ce terme dans le glossaire et c'est aussi lié au nouveau règlement sur la salubrité des aliments au Canada. Et peut-être quelques-uns parmi vous ont vu un communiqué que Canada Gap a envoyé ce matin pour apporter quelques précisions au sujet du code de l'eau et la date d'entrée en vigueur de l'implantation de la nouvelle exigence. Et on aura encore au futur des communications additionnelles à ce sujet. Restant dans la section 17, il y a une révision de la remarque, puisqu'en vertu du règlement fédéral, ces pellicules ne sont plus considérées comme des accessoires d'emballage. Alors, la remarque lit maintenant les pellicules servant à emballer les laitues, les choux-fleurs, etc., sont considérées comme des fournitures d'emballage primaires. Toutefois, elles ont seulement besoin d'être identifiées à l'aide d'un code de l'eau. On n'aura plus de précision à ce sujet dans les prochaines semaines ou mois pour vous. Dans la section 19, sur le tri, le classement, l'emballage, le remballage, l'entreposage et le courtage, on a ajouté une nouvelle puce au début de la section qui indique des fournisseurs de services externes sont utilisés
Et la raison pour l'ajout, c'est pour préciser qu'il y a des exigences qui s'appliquent aux exploitations qui utilisent ces fournisseurs dans la section 19 pour ne pas manquer les exigences qui s'appliquent. On a aussi ajouté un nouvel exemple dans la section 19 pour s'aligner sur le règlement de salubrité fédéral. Je ne vais pas tout lire, mais vous voyez les mots en rouge, identification et ségrégation de produits aux besoins. C'est un autre exemple pour l'inspection de la zone de cargaison des véhicules. On a ajouté une nouvelle sous-section dans la section 19 qui est intitulée « Autres produits ». Dans le guide pour les fruits et légumes, c'est la section 19.5. Dans le guide pour les produits de serre, c'est la section 19.4. Et les nouvelles exigences contiennent des éléments qui seront familiers encore aux utilisateurs des guides, c'est-à-dire il y a des exigences sur l'achat, l'application et l'entreposage ADK de ces autres produits. Il y a une deuxième nouvelle sous-section qui est ajoutée à la section 19. Cette section s'intitule « Programme de surveillance de l'hygiène des entreprises ». C'est la section 19.6 pour les fruits et légumes, 19.5 pour les produits de serre. Et ça s'applique aux exploitations qui manipulent ou entreposent des fruits et légumes prêts à vendre seulement. Dans la section 20, entreposage des produits, on a retiré la section 20.3, pulvérisation mouillante, puisque les applications post-récolte de produits chimiques à usage agricole sont déjà couvertes par les sections 6 et 15 du guide. Section 21, section pour le transport, on a modifié l'énoncé pour préciser que l'inspection de la zone de cargaison des véhicules doit vérifier si celle-ci est adéquate pour l'usage visé. Section 22. C'est la remarque au début du section sur l'identification et la traçabilité. Je vais le lire. Non, je ne vais pas le lire. Vous pouvez voir en rouge. On a ajouté quelques mots pour clarifier si les éléments d'identification n'apparaissent pas directement sur l'emballage. Elle doit être consignée au registre Cube, etc. Oh, il y a un problème avec le diapo. Ça va dire que il y a une nouvelle exigence dans la section 22 et ça survient de le règlement sur la salubrité des aliments au Canada. Et c'est que le code de l'eau est répété et l'activité doit être consignée à un registre. Alors, il y a l'exigence pour avoir le code de l'eau sur les emballages et aussi les consigner à un registre. Je pense que je vais parler de ces registres dans un moment, alors je vais continuer. Section 23, dérogation et gestion des situations d'urgence. On a fait des ajustements mineurs à certains énoncés du tableau des dérogations majeures pour clarifier ou pour refléter des modifications apportées aux exceptions et aux exigences des guides. On a aussi modifié l'énoncé pour clarifier l'exigence suivante. Annuellement, avec des fruits et légumes de la saison en cours, la personne responsable effectue un exercice de rappel
pour vérifier l'efficacité de son système de traçabilité. Dans la section 23.8, dérogation et gestion des situations d'urgence, on a ajouté une nouvelle sous-section qui s'intitule Culture de la salubrité des aliments. Ceci découle des nouvelles exigences de l'Initiative mondiale pour l'innocuité alimentaire, ou GFSI en anglais. Un ajout a aussi été apporté à l'introduction des guides quant à l'engagement de la haute direction envers la salubrité des aliments. Et l'exigence dit, la haute direction est responsable de la culture de la salubrité des aliments. C'est tout pour les sections des guides. Il y a des changements aussi à certains registres pour 2020. La première chose à souligner avec la mise à jour à vos registres, c'est de vérifier quels registres Canada Gap ont été modifiés. Vous pouvez consulter le document qui est disponible sur le site web qui s'appelle Survol des principales modifications apportées au guide Canada Gap. Il y a une section pour les registres à la fin. C'est possible que certaines modifications ne s'appliquent pas à votre exploitation. Alors, vous devez vérifier quelles modifications s'appliquent chez vous et commencer à utiliser les nouvelles versions de ces registres ou modifier vos propres registres pour refléter les changements. Alors, les registres CED, on voit plusieurs changements. On a ajouté une précision que l'usage des gants et des tabliers n'est pas obligatoire. On a porté quelques modifications à la section sur l'usage des gants et tabliers. Et vous pouvez voir les guides pour les exigences détaillées. Je ne vais pas tous les souligner ici. Pour le guide des fruits et légumes, les gants de tissu recouverts d'un enduit peuvent être utilisés sur le site de production et dans les autres entrepôts de pommes de terre et de légumes racines, et ils n'ont pas à être lessivés chaque jour. Pour le registre F, on voit l'ajout de nouvelles puces dans la colonne Utilisation et ça reflète les nouvelles exigences des guides, par exemple les autres produits, l'application post-récolte de produits chimiques à usage agricole pour l'eau. Et les puces ont aussi été réorganisées pour plus de clarté. Pour les registres H1 et H3, j'ai déjà mentionné qu'on a des changements. Alors, maintenant, on a modifié le texte dans le registre H1 car l'entreposage sera maintenant couvert dans le registre H3. Alors, c'est pour toutes les productions qui doivent maintenant utiliser ce registre pour consigner les applications post-récolte de produits chimiques à usage agricole. Alors, ça serait un assez grand changement pour les utilisateurs du programme. Autrefois, le registre H3 a été utilisé uniquement pour les pommes de terre. Et on a changé le texte, évidemment, pour refléter l'utilisation des applications post-récolte pour toutes les productions. Pour le registre H1, surtout pour les produits de serre, les applications post-récolte de produits chimiques à usage agricole font dorénavant partie de ce registre. C'est plus facile pour les entreprises de produits de serre. Le registre a été modifié, libellé, colonne, pour y inclure tous les renseignements pertinents. Veuillez noter que les produits de serre utiliseront H1, tandis que les autres vont utiliser H3 pour la consignation des applications post-récolte.
Le registre N2, les instructions ont été modifiées pour se lire comme suit. Si les tomates ou les pommes sont submergées dans de l'eau qui ne demeure pas potable pendant le convoyage, le nettoyage ou la pulvérisation mouillante, l'application post-récolte, oh, il y a une typo. Pardon, les mots pulvérisation mouillante devraient être retirés. Alors, ça lit pendant le convoyage, le nettoyage ou l'application post-récolte de produits chimiques à usage agricole. Remplir le tableau suivant pour consigner les températures de l'eau, blablabla. Et on mentionne à la fin que les températures sont obtenues à l'aide d'un thermomètre étalonné. Pour les registres O et Q, il y a une nouvelle colonne intitulée « La rotation des fruits et légumes frais est faite correctement » et il y a des directives visant la gestion des inventaires. Ceci découle d'une nouvelle exigence de GFSI. Les registres P1, P2 et Q, on a ajouté des références au registre H3 qui sert dorénavant à toutes les productions et aussi des références à l'ajout du délai après application pour les applications post-récolte. C'est tout pour les registres. Et je vais parler de quelques modifications apportées aux annexes. Pour l'annexe B, on a ajouté des ressources supplémentaires pour aider les exploitations à élaborer des procédures de nettoyage adéquates pour les outils de coupe et de parage manuel, par exemple pour les couteaux. Dans l'annexe S, on a ajouté des questions dans le plan de suivi de rappel pour respecter les directives de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Il y a 2 nouvelles annexes cette année. L'annexe W, évaluation des risques à la salubrité des aliments à la suite d'une inondation. Alors, c'est une annexe qui comporte des ressources et des conseils sur la façon d'évaluer les risques à la suite d'une inondation. Et l'annexe X, programme de surveillance de l'hygiène des entreprises. Et c'est une annexe qui... C'est tout. Merci beaucoup, surveillance. C'est tout. Merci beaucoup. Je vais prendre des questions ou bien maintenant ou après la prochaine présentation, comme vous voulez, Melissa. On va les prendre dès maintenant parce qu'il commence à s'en accumuler plusieurs headers. Donc, je vais m'arranger pour pas en oublier. Tout de suite, pour commencer, Madame Liane Côté, la première question que vous aviez inscrite dès le départ du webinaire, on va attendre la conférence d'Amélie pour pouvoir mieux lui répondre concernant les dates des analyses d'eau. Ensuite, on va commencer avec votre webinaire, votre présentation header. Donc, il y a Mylène Savard qui demande si maintenant dans les registres, il faut encore écrire l'heure d'application des produits phytosanitaires quand le délai avant la récolte est de 1 jour. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Parce que ce qu'on a fait ici à Canada Garb, c'est que notre directrice technique écoutait le webinaire et elle a fourni des réponses pour m'aider avec les aspects techniques, mais c'est tout en anglais. Alors, si vous pouvez répéter la question, je vais la trouver et vous donner la réponse si Amber
m'a fourni une réponse. Merci. D'accord. On veut vérifier si c'est toujours nécessaire d'inscrire l'heure d'application du produit phytosanitaire dans le registre quand on démontre que l'attente est de 24 heures, que le délai avant la récolte est de 1 jour. Ce n'est plus nécessaire à écrire l'heure. Ça va être facile maintenant à voir les dates. Alors, ça dépend seulement des dates maintenant. Auparavant, l'interprétation de l'heure-là était 24 heures. Alors, on devrait voir l'inscription de l'heure de l'application. C'est plus nécessaire. OK. Merci. Mhm. Autre question de Mylène Savard. À la diapositive 18, je ne sais pas s'il faut aller cliquer pour y faire référence pour aider, mais la question est, est-ce qu'il faut encore étalonner chacune des buses? Est-ce que c'est encore nécessaire d'étalonner chacune des buses du pulvérisateur? OK, je trouve la réponse. Yeah, so then it's just if it says so in the calibration instructions, then it's required, but if not, no. OK. Ça dépend de ce qui est écrit dans les instructions d'étalonnage. Alors, si les instructions d'étalonnage requièrent que l'étalonnage soit fait buse par buse, c'est ça que l'auditeur devrait voir. Sinon, ce n'est plus nécessaire. Okay. Merci. Maintenant, une question de Émilie Lessard. Elle demande, est-ce que ça signifie que chacun des paniers de fraises qui sont en carton doivent recevoir un numéro de lot? Je vous demande de laisser cette question d'à côté. Oui. On va faire un suivi après le webinaire avec la réponse. Merci. Parfait. On continue avec une question de Yvan Lépine. Le producteur est certifié Canada Gap, mais il ne reçoit pas les communiqués de Canada Gap. Donc, il se demande pourquoi il ne les reçoit pas. Ça, c'est une très bonne question. Il devrait les recevoir et on lui demande de communiquer avec notre bureau pour faire certain que son nom est ajouté à notre liste de communication. Parfait. Ensuite, une question de Mylène Savard à la diapositive numéro 31. Est-ce que le cellophane sur les concombres anglais fait partie de ce changement au niveau des accessoires? C'est encore au sujet des codes de l'eau. Alors, je vous demande encore patienter et on va vous revenir à ce sujet. D'accord. Il y a eu plusieurs questions à la section 19.6 de PSHE. Donc, Oui. Jonathan Saron demande d'avoir un peu plus d'informations sur cette question-là, sur ce point-là. Et puis, Mme Liliane Côté demande s'il faut que les entreprises aient un plan d'échantillonnage des surfaces alimentaires, s'ils doivent faire des analyses microbiennes. Ouais, je pense que je commence par celle-là. OK. La première chose, ce serait que c'est seulement pour les entreprises qui manipulent ou entreposent des produits commercialisables. C'est la première chose à se souvenir. On vous conseille de lire la section et de consulter l'annexe en plus pour de plus amples conseils.
on aura aussi un FAQ, un FAQ sur la section 19.6. Je peux vous revenir sur la question plus précise. Mélissa, si vous pouvez me l'envoyer. Oui. Je n'ai pas une réponse sur je n'ai pas une réponse à cette question de ma directrice technique en ce moment. OK, parfait. Donc, toute la section 19.6 sera à clarifier, à donner plus de détails sur le Oui, où, quand, comment faire les analyses, donner plus de détails. oui, Oui, il y a plus de détails dans l'annexe déjà, que les gens pourraient commencer avec ça. Et je vais aussi vous revenir spécifiquement sur la question que la madame a posée. parfait. Une question de Edith Marcotte. Pour ce qui est des gants, est-ce que c'est acceptable que l'enduit ne couvre que la paume de la main? Là, on donne un exemple des gants iFlex en tricot de nylon avec la paume, dans le fond, la partie intérieure du gant en polyuréthane léger. OK. On vient d'envoyer cette question à Amber, alors j'attends sa réponse. OK. Lorsqu'on attend, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et je vais revenir à celui-là quand elle C'est répond. bon. On continue. Une question de Yolande Lyon. Est-ce possible de savoir ce que vous entendez par un emplacement de l'équipement d'irrigation pour ne pas qu'il y ait d'aspiration de sédiments? On parle de quoi exactement? De grillage ou de procédure ou autre chose? On parle de... Est-ce que vous pouvez répéter la dernière partie de la question? Oui. Qu'est-ce qu'on entend par un emplacement de l'équipement d'irrigation pour ne pas qu'il y ait d'aspiration de sédiments? Est-ce qu'on parle d'installer un grillage ou de faire une certaine procédure ou quelque chose d'autre? Je ne sais pas la réponse. Je devrais aller à Amber. Je pense qu'il y a plusieurs façons de le faire. Alors, je pense qu'il y a plusieurs façons de le faire. Un instant. Oui. OK, je vais revenir avec la réponse. Alors, pour la question de sur les gants qui a été demandé, j'ai beaucoup de papier. OK, j'ai la réponse en anglais, alors je traduis comme je lis, lorsque je lis. L'enduit doit couvrir la majorité du gant. Et la raison, c'est que quand les employés lavent leurs mains, la partie qui n'est pas couverte peut devenir mouillée et ça ne sèche pas. Ça peut être mouillé par les activités que les employés fassent et c'est là où les pathogènes ou les bactéries peuvent proliférer. Alors, la réponse vraiment, c'est la plupart du gant devait être fait couvert de l'enduit. Parfait. On va vers une autre question, Heather? Oui. OK. Une question assez longue. Dans le fond, Mme Liane Côté nous informe qu'elle a contacté la CIA pour la nouvelle loi sur l'étiquetage. Ils lui ont mentionné que les fruits et les légumes en vrac ne doivent pas avoir un code de l'eau sur chaque étiquette, mais sur la boîte d'envoi seulement. Que c'est suffisant. Est-ce que Canada Gap ira dans le même sens, dans la même lignée, ou bien les produits préemballés destinés aux consommateurs, par exemple des sacs de fruits, devront avoir un code de l'eau, mais pas les fruits et les légumes en vrac? On va aller dans la même direction que la CEA. Alors, on ajoute
ces exigences sur le code de l'eau pour aligner avec la réglementation. Alors, si c'est l'interprétation de l'ACIE, ça serait la même interprétation pour Canada Gap. Et encore, on va communiquer en plus de détails avec tous les utilisateurs du programme au sujet du code de l'eau. La chose à souligner de notre côté pour le code de l'eau, c'est que on a mis les exigences dans les guides pour 2020 parce que c'est dans la réglementation maintenant, mais pour l'industrie des fruits et légumes, la CIA ne commence pas l'inspection sur le code de l'eau cette année. L'inspection de la CIA ne vise pas le code de l'eau avant le 15 janvier 2021. Alors, on fera la même chose avec les audits Canada Gap. Les audits de cette année, les audits avant 2021, il n'y aura pas de questions sur votre grille d'audit pendant votre audit Canada Gap sur le code de l'eau. Alors, vous avez le temps et on a le temps de clarifier et d'être certain exactement ce qui est attendu dans la réglementation et également la même chose dans les audits de Canada Gap. D'accord? Oui, merci. Un instant, je vais retourner à la bonne question. Une question de Edith Marcotte. Est-ce qu'il est obligatoire d'utiliser les 6 formulaires lors de l'exercice de rappel ou un registre personnalisé contenant les mêmes informations est accepté? OK, je vais demander à Amber rapidement et vous revenir. Oui. In the meantime, quand on attend, j'ai la réponse pour l'eau d'irrigation et les sédiments. OK. Et on a demandé à Amber comment est-ce que les producteurs doivent faire. Et la réponse était que ce que vous utilisez ne devrait pas être directement au fond de l'étang. Avoir un tuyau, si possible, positionné. C'est vraiment le positionnement du tuyau qui est le clé avec cette exigence. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que c'est pas vraiment la question qui a été posée. Alors, si vous pouvez me l'envoyer, Mélissa, je vais avoir une meilleure réponse. Yeah. OK. On verra avec Yolène à clarifier puis s'assurer que la question oui. est bien adressée pour bien lui répondre. Oui, parce que je pense que la réponse que Amber a donnée, c'est vraiment autour du placement du tuyau et je pense pas que c'était la question. D'accord. OK? Oui, on va faire un suivi sur ce point-là. Merci. On continue. Il y a eu 2 réactions avec l'inscription dans le registre concernant l'heure d'application d'un produit phytosanitaire. Donc là, il y a 2 personnes, Savard et Mylène Fèvre, qui ont donné des exemples pour s'assurer qu'ils comprenaient bien. Donc, l'exemple est, si on a fait un traitement le 13 février à 13 h, est-ce que je peux récolter demain, 14 février, dès 8 h du matin? Oui, évidemment. According to, c'est ce que l'agence dit, que c'est
peu importe l'heure de l'application, c'est la date. Parfait. D'accord. Et qu'on se fie à ce que dit Larla de ce côté-là. Exactement. Parfait. On revient aussi sur l'étalonnage des buses parce que vous avez dit qu'il fallait, ça dépendait des instructions d'étalonnage, mais Mylène Savard voulait clarifier, ces instructions-là devaient venir de qui en ce qui concerne l'étalonnage des buses? Les instructions pour l'étalonnage, je pense qu'il y a plusieurs options dans les guides. C'est déjà décrit dans les guides d'où peuvent venir ces instructions. Ça peut être un expert, ça peut être le manufacturier de l'équipement. C'est tout. C'est les options. Alors, ce que le guide dit, c'est les instructions écrites basées sur les recommandations d'un expert ou bien du manufacturier. OK. Merci. J'ai la réponse à la question d'Edith Turcotte. Oui. Elle a demandé au sujet de l'utilisation des registres pour un rappel. Oui. Alors, vous pouvez utiliser vos propres registres, si vous voulez, au moins que toutes les informations, tous les renseignements contenus dans le programme, dans les registres fournis par le programme sont adressés. Et c'est pour tous les registres. C'est pour des registres de rappel ou pour tout autre registre. C'est la même réponse. Parfait, merci. On continue avec la question de Patricia Pouliot qui veut clarifier en fait un point sur l'étalonnage du pulvérisateur. Elle veut s'assurer de comprendre ce que veut dire le retrait de l'exigence d'étalonner les épandeurs. Qu'est-ce que ça signifie? Je pense que c'était pour les engrais commerciaux, les épandeurs d'engrais commerciaux, et on a retiré l'exigence pour l'étalonnage parce que je pense que c'est pas un élément qui touche sur la salubrité. Je pense que c'était la raison. Alors, on va demander si Amber peut donner d'autres explications, mais c'est pour les épandeurs, c'était pour les engrais. D'accord. Question de Mme Liliane Côté. Elle mentionnait qu'il avait déjà voté auparavant pour éliminer les audits à l'improviste. Et cette année, ils ont eu un mémo les informant qu'il y aurait une augmentation de 5 à 10 des audits. Donc, elle se demande pourquoi, quels sont les délais entre l'annonce de l'audit et l'audit à l'improviste. Bon, oui, on a ajouté les audits à l'improviste il y a quelques années et c'était une exigence de GFSI que le programme contient un certain élément d'audit à l'improviste. Pour 2020, GFSI a établi un nouveau minimum de 10% des audits. Alors, on suit les exigences de GFSI pour préserver notre reconnaissance internationale. Tout autre aspect du programme d'audit à l'improviste demeure le même cette année. Alors, pour un audit à l'improviste, le producteur, l'entreprise recevra 2 à 5 jours ouvrables avant l'audit, recevra une communication de l'auditeur pour leur dire que l'audit aura lieu. Si c'est impossible
l'entreprise aura la possibilité d'une deuxième essai, mais c'est à l'organisme de certification de leur dire si leur raison n'est pas acceptable. Mais c'est pas une situation où l'auditeur arrive une journée sans aucune communication en avance. D'accord? Merci. Oui, merci Heather. Une question de René Forêt. Dans le fond, il y a des producteurs agricoles qui fabriquent ou adaptent eux-mêmes leurs applicateurs pour les pesticides et même pour les engrais. Donc, il n'y a pas de procédure du fabricant qui est fournie à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il doit faire? Pour son pulvérisateur? Ou l'applicateur d'engrais, l'épandeur. On a retiré l'exigence pour les épandeurs. Alors, ça serait seulement pour l'équipement d'application de produits chimiques à usage agricole. Alors, s'il ne reçoit pas des instructions avec son équipement, l'autre option, c'est de... Où étaient les mots que j'ai lus? L'autre option, c'était d'avoir des instructions écrites basées sur les recommandations d'un expert. Alors, il devrait chercher un expert pour écrire des instructions d'étalonnage. C'est bien. Donc, il y a des conseillers experts qui gravitent autour des entreprises et qui peuvent leur faire une recommandation là-dessus. Bon exemple, oui. D'accord. On poursuit avec la question de Jannick Rossignol. On revient à la question sur les gants pour s'assurer de bien guider leurs employés. Quand on parle de recouvrir la majorité du gant, est-ce qu'on signifie plus que 50%? L'entreprise utilise le sort et attendez un instant. Donc, c'est ça. La question est de savoir est-ce que la majorité du gant signifie plus de 50%? C'est très spécifique. On demande à notre directrice technique de répondre. Parfait. On va continuer pendant ce temps-là avec James Leahy qui nous demande où se trouve l'annexe dans le document Canada Gap version 8. Est-ce le appendice en anglais? Ah, pardon, j'ai pas compris la première partie de la question. Est-ce que vous pouvez répéter? Oui. Dans le fond, la question est de savoir où on trouve dans la version 8 de Canada Gap les annexes. Ah bon, OK. C'est un document qui est publié séparément des guides. Alors, sur la même page de notre site Internet, il y a un lien spécifiquement pour les annexes. D'accord, ça c'est bien. Là, c'est plutôt un commentaire. Je crois que il y a 2 ans, quand on a fait le webinaire, c'est d'ailleurs ce qu'on avait fait. Anne Leblond demande si ça serait possible d'avoir les questions et réponses par écrit pour que les gens puissent en avoir une copie. Oui. Je me souviens bien, il y a 2 ans, on avait fait ça, puis on avait retourné par courriel là, aux gens qui avaient été invités au webinaire un document avec les questions et les réponses. Donc, si ça peut fonctionner encore et deux, on pourrait y aller de cette façon-là. Oui, absolument, pas de problème. Parfait. J'ai la réponse, Mélissa, à la question sur le 50% recouvert des gants. La réponse de notre directrice technique, c'est que c'est le même principe, le principe qu'on a déjà expliqué. Si
si Le dessus. le dessus des gants est fait en tissu, ça va devenir mouillé et ça va introduire un problème. Alors, on ne donne pas un pourcentage, mais vraiment, il faut penser à comment les gants sont exposés à l'eau. Alors, parce que c'est là où on peut avoir des problèmes de bactéries. C'est bon. Merci. François Pizardi demande comment on fait pour définir qui est considéré un expert pour faire l'instruction d'étalonnage des bulles. Tout à l'heure, on a dit un conseiller, mais est-ce qu'il faut aller à une catégorie de conseillers en particulier? On attend la réponse de Amber. Parfait. On fait un suivi à ce sujet-là. Continue avec Nancy Brisson. Est-ce qu'il faut faire l'étalonnage de l'épandeur pour les fumiers? Okay, calibration of manure spreader. Très bonne question, Nancy, parce que je n'ai pas mentionné auparavant. J'ai seulement mentionné les engrais commerciaux. Alors, c'est aussi pour pour le fumier, pour les épandeurs de fumier. Amber, notre directrice technique, dit que les deux ont été retirés du guide. L'étalonnage n'est pas nécessaire pour les épandeurs de fumier ou d'engrais commerciaux parce que ça n'a pas d'impact sur la salubrité des aliments. Parfait. Je vais me permettre de faire un lien parce que René Forêt avait demandé concernant les sarcleurs pour appliquer l'engrais en bande, donc je comprends qu'il n'y a pas besoin d'étalonnage non plus de ce côté-là. Exactement. Parfait. On continue avec la question de Bruno Lebois. Est-ce qu'on est obligé d'imprimer la nouvelle version 8.0 du guide ou la version électronique est acceptée? La version électronique est acceptable. Vous n'avez pas à l'imprimer. Parfait. On va continuer avec une question de Bruno. Si on applique de la cire sur des pommes, est-ce qu'on doit utiliser le registre H3? OK, on attend la réponse qui m'aide avec toutes ces questions. Merci. On attend la réponse de Amber. Ces questions, merci. On attend la réponse de Amber pour la deuxième question de Bruno. Parfait. Une question... Bon, ben Mylène Fête, là, je suis décalée par rapport à vos commentaires quand vous en faites, pour être sûre de ne pas perdre rien, mais Mylène informe justement qu'il y a des entreprises qui offrent le service d'étalonnage, donc on peut faire appel au service conseil à ce sujet-là. OK, merci. Alors, ça répond à la question de François ou il entend encore notre réponse aussi? Peut-être juste vous assurer que si quelqu'un déjà offre des services conseils pour la calibration, l'étalonnage, si tout ça vous convient comme expert. Oui, c'est une question un peu difficile, mais il y a des ressources, je pense. Oui, d'accord. Pour la question de Bruno sur le registre H3, oui. C'est sur le registre Q qu'on devrait documenter l'application de cire. OK. Je continue avec Sonia Robitaille. Bon, là, on me dit déjà que c'est une question un peu hors de la présentation, mais la question est, il existe des formations pour être auditeur interne
seulement en anglais actuellement. Ah. Puis à l'extérieur du Québec, quand ce type de formation sera offert en français? Actuellement, je pense qu'il y a un cours pour les auditeurs, pour la formation des auditeurs Canada Gap. Alors, ça serait le même cours pour un auditeur interne qui va être disponible en français au Québec. Quand? Ça vient. La semaine de... Heather, il y a Amélie qui m'a mis une petite note sur ma feuille en disant que ce printemps, au BNQ, il va y avoir une formation du 23 au 27 mars. Du 23 au 27 mars prochain. C'est bien ça, oui. Alors, ça serait le même cours. Oui. Donc, et pour Sonia, la réponse, c'est de communiquer avec le BNQ pour avoir des informations là, concernant cette formation-là en français. Et aussi, sur le site web de Canada Gap, il y a une page sur la formation des auditeurs et il y aura un lien sur cette page au renseignement pour le cours du BNQ. Parfait. Violaine Sillon demande pour clarifier une définition, voudrait savoir ce que signifient les entrepôts de fruits et de légumes récoltés autonomes. Ça veut dire des entreprises que c'est leur seule activité, c'est l'entreposage. OK. Donc, ils ont déjà été récoltés ailleurs, mais c'est entreposé sur l'entreprise. Oui. Parfait. Je vais valider s'il reste d'autres questions. Oui, il y a une question de Liane Côté. Est-ce qu'il y a un contact Canada Gap mis à part la foire aux questions et la FAQ sur le site Canada Gap pour répondre aux questions et nous éclairer sur les nouvelles exigences, exemple dans la section 19.6. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui ils peuvent référer? Vous pouvez envoyer vos questions à notre info chez canadagap.ca, info@canadagap.ca. On aura peut-être des réponses déjà dans la foire aux questions, mais sinon, ou bien n'importe, ça ne fait rien. Vous pouvez envoyer vos questions. On va vous diriger vers les réponses sur la foire aux questions ou autres ressources. D'accord. Oui, dans le fond, Madame Côté, à la question que vous avez écrite dans la section animateur, on va lui répondre avec la présentation d'Amélie Lachapelle dans quelques minutes. Ah, OK, parfait. Donc, parfait. Est-ce qu'il y avait, je crois qu'on a pas mal épuisé les questions que vous aviez pour le moment. Il y a certaines sur lesquelles on aura peut-être un suivi à refaire pour l'instant. Donc, comme il avait été déjà fait il y a 2 ans, là, comme je disais tout à l'heure, on s'assurera de reprendre vos questions, puis réécrire les réponses et puis vous les transférer par courriel là, dans les prochains jours ou semaines. Là, Oui, ce sera à suivre. Absolument. Merci. Donc, merci beaucoup, Heather, pour l'exercice qu'on vient de demander de faire avec ton équipe. C'est bien apprécié d'avoir les réponses en direct comme ça, puis qu'on puisse avoir un suivi. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Qu'elle reste en ligne si jamais il y a d'autres questions. Je vous entends, Amélie.
C'est bon, hein, donc on continue d'avoir la ressource. On continue justement avec la présentation de Amélie Lachapelle, qui est une conseillère, oui, c'est bon, conseillère qui œuvre dans le secteur maraîcher depuis plus de 18 ans. Elle a travaillé entre autres dans les compagnies d'intrants comme chef de culture d'entreprise maraîchère, comme conseillère dans un club conseil et puis maintenant, depuis 9 ans, en fait, elle est fondatrice, conseillère chez Innovterra Services Conseil, conseillère technique en production maraîchère, en salubrité à la ferme et auditrice pour le programme Canada Gap. Quand on a fait le brainstorming pour le webinaire, on sortait les points sur les pré-audits puis sur les questions qui revenaient souvent sur les analyses d'eau. Donc, avec la collaboration d'Amélie Lepage et de Mylène Savard, on a demandé à Amélie d'être notre porte-parole concernant ces aspects-là pour vous les présenter aujourd'hui. Donc, on démarre dès maintenant. À toi. Excellent. Donc, comme on vient de mentionner, en faisant un peu un petit meeting de groupe, voir c'était quoi les problématiques qu'on rencontrait assez souvent. Qu'est-ce qui accroche souvent? On s'est rendu compte qu'il y avait au niveau des pré-audits, qu'il y avait une incompréhension encore au niveau de certains producteurs. Puis au niveau des analyses d'eau, surtout dans les dernières années, ça s'est compliqué un peu, disons que ça s'est resserré un peu au niveau des exigences. Donc, on a décidé d'éclaircir un peu là, où, quand, comment il faut faire les analyses d'eau. Donc, c'est un peu au travers de ça que je vais passer aujourd'hui. Évidemment, on a eu beaucoup d'informations avec la présentation d'Heather, donc je ne devrais pas trop me répéter, mais bon, c'est sûr qu'il y a des éléments qui se rapprochent de la première présentation. Donc, ça fonctionne. L'audit interne, pré-audit, ça dépend de comment que ça vous dit de l'appeler. C'est une des premières questions que l'auditeur va vous poser au moment de l'audit et ce n'est pas pour rien, c'est pour voir, dans le fond, c'est la meilleure façon que vous avez de vous préparer à votre audit. Donc, évidemment, c'est une des premières choses qu'on va vous demander si vous êtes préparé à notre venue en effectuant un audit interne. Il y a deux façons de fonctionner pour faire l'audit interne. Il y a l'utilisation de la grille d'auto-évaluation, qui se trouve comme être une version abrégée. C'est la grille d'auto-évaluation que les entreprises qui sont en option A, donc un audit aux 4 ans, doivent compléter chaque année et retourner à l'organisme de certification. Et on peut aussi utiliser la liste de contrôle d'audit qui se trouve à être la version qui est utilisée par les auditeurs. Puis, ça permet de faire une révision complète de votre système. Tandis que la version abrégée, bien qu'elle complète, évidemment, il y a certains éléments qu'on pourrait facilement passer à côté si on est nouveau dans le programme et qu'on n'a pas vraiment encore maîtrisé l'ensemble des exigences. Je vais m'habituer à changer de diapo. Quand est-ce qu'on va faire l'audit interne? Évidemment, il faut le faire avant son audit de certification et pendant nos activités qui sont visées par l'audit en cours. Donc, si on est une entreprise qui n'a aucune activité entre le mois de mars et le mois de mai, évidemment, on s'attend à ce que l'audit interne ne soit pas fait au mois d'avril. On s'attend à ce que ça soit fait pendant vos activités. Il faut aussi prévoir suffisamment de temps entre son audit interne et son audit de certification pour pouvoir amener les changements et corriger les points qu'on a soulevés pendant notre audit interne. C'est beaucoup de travail de se préparer pour un audit de certification. Ça peut être parfois tentant de remplir ce formulaire-là la veille de l'audit à 16h30. Évidemment, c'est une question de démontrer votre sérieux dans vos démarches. C'est sûr que quand l'auditeur arrive devant le pré-audit, tout est coché oui. Même la section sur la glace, alors que vous êtes une entreprise qui produit par exemple des pommes de terre, ça paraît mal un peu. Donc, quand même assez important de mettre de l'intérêt parce que ça nous donne déjà une bonne idée d'ensemble de l'implication que vous avez mis dans la mise en place du programme. Ça n'a pas changé cette fois-ci. OK. Bon. Donc, une fois que c'est fait, on a complété, on a pris la grille d'auto-évaluation ou la grille d'audit de l'auditeur. On a complété, on a répondu à toutes nos questions. Qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. On corrige, puis on améliore les points qu'on a soulevés.
Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Puis en même temps, c'est une bonne occasion de démontrer le sérieux que vous mettez dans votre démarche. Quand on voit que vous avez soulevé des points, vous avez pris dans le fond, vous avez pris le travail à faire, puis vous avez corrigé qu'est-ce que vous avez soulevé dedans, ben nous, ça fait bon, OK. Ça nous donne une bonne impression, mais aussi ça démontre que vous prenez votre programme au sérieux. Ensuite, on passe au niveau des analyses d'eau. On va essayer de mieux visualiser pourquoi, quand et comment les faire. Puis pour commencer, ça va être important de bien comprendre la différence entre les utilisations et la date annuelle de début des opérations. Donc, au niveau des utilisations, c'est la première chose à déterminer sur votre entreprise pour bien cibler les moments et les endroits où vous devez prendre vos analyses d'eau. Il y a diverses utilisations qui sont possibles. Les plus courantes, bon, évidemment, il y a le lavage des mains. Il y a le lavage de vos fruits et légumes, donc la dernière eau à toucher le produit, l'eau de rinçage finale. Il y a l'eau que vous utilisez pour le nettoyage des bâtiments, de vos contenants de récolte, des équipements techniques et des équipements du site de production. Il y a l'eau qui est utilisée aussi pour fabriquer la glace. Mais aussi, il faut penser à d'autres utilisations qui sont peut-être un peu moins courantes, donc les applications post-récolte de produits chimiques à usage agricole. Là, je crois que ça a disparu, ce terme-là, mais bon, supposons, je donne un exemple, un anti-germinant pour les pommes de terre que vous appliquez en post-récolte. L'eau que vous utilisez pour humidifier, brumatiser dans les entrepôts pour certaines productions. Ensuite de ça, l'humidification d'accessoires d'emballage. Je donne un exemple, les tampons qu'on humidifie pour mettre au fond des caisses d'asperges pour les maintenir fraîches. Et tout ce qui rentre aussi dans la catégorie autres produits. Pour savoir si il y a une opération dans votre système qui pourrait rentrer dans la catégorie autres produits, je vous suggère d'aller voir le glossaire pour avoir des exemples. Aussi, qu'est-ce qui est très important? Ben, c'est toujours de se référer au manuel parce que ça, c'est seulement un exemple des usages possibles. Il y en a d'autres. Il y en a aussi qui sont particuliers à certaines productions, dont les serres, entre autres, ou les légumes-feuilles. Vous pouvez aussi utiliser le registre F. Ben, vous devez compléter le registre F, mais c'est une excellente occasion de l'utiliser comme outil pour bien déterminer et détailler l'ensemble des utilisations que vous avez sur votre entreprise. Bon, maintenant qu'on sait comment utiliser c'est quoi les différentes utilisations, on va essayer de voir, bon, quand est-ce que c'est nécessaire de prendre nos analyses d'eau. C'est très simple. La première analyse d'eau doit être effectuée avant la première utilisation de l'eau et la deuxième analyse doit être faite dans un autre moment durant la période d'activité. Et ça, pour chaque utilisation. Donc, si vous lavez vos mains, vous utilisez pour laver les mains, pour laver les légumes, ben, il faut s'assurer de la potabilité de ces deux utilisations-là avant qu'on commence à les utiliser pour ça. Donc, si on regarde de plus près, qu'est-ce que ça veut dire? Avant la première utilisation de l'eau, si on va voir dans la foire aux questions sur le site de Canada Gap, ça l'indique, l'analyse doit être effectuée le plus près possible du moment où l'eau sera utilisée pour la première utilisation, jusqu'à un maximum de 60 jours avant la première utilisation. Plus loin, on va montrer quelques exemples pour voir comment est-ce qu'on peut appliquer, dans le fond, comment il faut appliquer cette exigence-là. Vous pouvez aussi aller voir dans la section glossaire du guide Canada Gap qu'est-ce que signifie avant première utilisation. C'est bien détaillé aussi à ce niveau-là. Donc, jusqu'à présent, c'est assez simple à mettre en application. On prend notre analyse d'eau avant de commencer à utiliser. Mais il y a un autre élément qu'il faut tenir en ligne de compte, c'est-à-dire la date annuelle de début des opérations. C'est une exigence qui est assez récente, qui est apparue avec la version 7.1. Donc, pour certains, ça a peut-être été une surprise dans la dernière audit d'avoir une note au sommaire comme quoi que la date de prise d'analyse d'eau n'était pas la bonne. Souvent, ça vient du fait que ça n'a pas été pris après la date annuelle de début des activités. Donc, la date annuelle de début des opérations, c'est la date à laquelle l'exploitation débute ses activités. C'est le jour 1, puis il ne s'est rien passé du tout avant cette journée-là. Donc, on n'a pas lavé de machinerie, on n'a pas lavé les planchers des bâtiments, on n'a pas touché au nettoyage de la salle d'emballage, il ne s'est rien passé.
faut faire attention parce que cette date-là, il faut l'inscrire dans le guide, dans la section renseignements sur l'exploitation. Il faut aller indiquer, c'est bien indiqué, date de début des opérations et vous devez inscrire c'est quelle date que vous avez décidé pour votre entreprise. Ça, c'est un point qui est vérifié par les auditeurs, puis on sert de ça pour déterminer si les analyses d'eau ont été prises au bon moment pour chacune des utilisations. Dans le cas des entreprises qui emballent, par exemple, 365 jours par année, donc sont en opération à l'année, la date annuelle de début, c'est à vous de décider c'est laquelle. Puis par la suite, vous devrez effectuer 2 analyses dans le cycle de 365 jours qui va suivre cette date-là. Si on fait, j'ai monté 2 exemples assez généralistes qui touchent 2 types d'entreprises typiques qu'on croise. Dans l'exemple 1, c'est une exploitation qui produit des carottes. Le 1er mai, l'exploitation débute ses activités. Donc, on commence à aller dans le champ, faire les travaux de sol, faire les semis, les applications d'engrais à partir du 1er mai. L'eau qu'elle utilise, elle s'en sert pour nettoyer sa récolteuse, les bâtiments, les contenants de récolte, les carottes lors de l'emballage et le lavage des mains des employés. C'est de l'eau qui provient d'un puits sur l'entreprise. La récolte et l'emballage débutent le 15 août. La récolte se termine le 31 octobre et l'entreprise arrête les activités à partir du 1er mars suivant quand ils ont épuisé les carottes qui étaient entreposées. Donc, dans l'exemple 1, pour déterminer à quel moment l'analyse d'eau doit être effectuée, il faut tenir compte des éléments qui suivent. Donc, les usages, puis à quel moment débutent ces usages. Les 2 analyses doivent être faites après la date de début des opérations, c'est-à-dire le 1er mai. La récolteuse, elle va être nettoyée le 1er août dans la situation qu'on a ici. Les bâtiments, les contenants de récolte sont nettoyés dans les jours qui suivent. Donc, la première analyse doit se faire avant la première utilisation, mais pas plus de 60 jours à l'avance. Donc, on considère entre le 15 juin et le 26 juillet. 26 juillet pour laisser suffisamment de temps pour recevoir les résultats de l'analyse avant le 1er août, avant la première utilisation pour le lavage de la récolteuse. La deuxième analyse peut être effectuée à tout autre moment durant la période d'activité, donc du 1er août jusqu'au 1er mars suivant. Évidemment, on s'assure d'avoir une fréquence, un espace entre les 2 analyses. Donc, voici des exemples de séquences qui seraient acceptables pour prendre les analyses d'eau dans le scénario qu'il y a ici. La première analyse pourrait être prise le 1er juillet, la deuxième analyse le 31 août. La première analyse pourrait être aussi prise le 20 juillet plus tard et la deuxième analyse au mois de septembre. On pourrait également prendre la première analyse le 22 juillet, encore là, avant la première utilisation pour le nettoyage de l'équipement. Puis la deuxième pour aller seulement le 20 janvier suivant, pendant la période où est-ce qu'on est encore en activité. Bien évidemment, dans ce cas-ci, la première analyse, elle va permettre de couvrir l'ensemble des utilisations de l'entreprise. Donc, le lavage des bâtiments et des équipements, le lavage des mains et le lavage des légumes. Parce que le début de toutes ces activités-là se sont passées dans la même période qui est de moins de 60 jours. Supposons dans une situation où le producteur aurait commencé sa récolte au 15 août, mais qu'il aurait commencé à laver des carottes seulement le 27 octobre, par exemple. Il y aurait une analyse d'eau supplémentaire qui aurait été nécessaire dans ce cas-ci parce que la date du 27 octobre se trouve à être soit beaucoup plus, plus que 60 jours après la première analyse d'eau qui aurait été faite, supposons, le 25 juillet. Donc, dans ce cas-ci, l'entreprise aurait besoin de faire 3 analyses d'eau pour s'assurer de couvrir l'ensemble des usages. Ensuite de ça, supposons un exemple numéro 2, un emballeur de choux qui fonctionne à l'année, donc qui emballe exclusivement des choux à l'année longue. Le producteur a décidé de choisir le 15 juillet comme date annuelle de début des opérations. L'eau sert au lavage de mains des employés, au nettoyage des bâtiments et des équipements techniques, donc lignes d'emballage et tout ce qui entoure cela. Encore là, on veut déterminer dans le fond quel usage qu'on a et à quel moment ces usages débutent. Dans ce cas-ci, bon, on a 2 analyses qui doivent être faites après la date de début des opérations, c'est-à-dire après le 15 juillet.
La première analyse doit se faire avant la première utilisation, mais pas plus de 60 jours à l'avance, encore une fois. Mais là, dans ce cas-ci, comme il s'agit d'une exploitation qui opère à l'année, la première analyse, il faut qu'elle se fasse très rapidement après la date de début des opérations, donc dans ce cas-ci, le 16 juillet. Parce qu'on présume que les employés utilisent déjà l'eau pour se laver les mains, laver les équipements. La deuxième analyse, elle peut être faite à tout autre moment dans le cycle de 365 jours, vu que c'est une entreprise qui opère à l'année. Évidemment, c'est raisonnable d'attendre quelques mois pour faire la deuxième analyse. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, en février ou en mars. Donc, dans ce cas-ci, l'exploitation, vu qu'elle est en opération à longueur d'année, devrait établir un calendrier d'analyse qui prévoit des échantillons en août et en février, par exemple. Les deux analyses vont être effectuées après la date de début des opérations, soit après le 15 juillet. Ça va permettre de démontrer la qualité de l'eau, que la qualité de l'eau est maintenue tout le long de l'année. Une remarque rapide avant que je continue. Bon, là, on parle de deux analyses d'eau dans des situations comme celle-là, sauf que dans une éventualité où est-ce qu'il y aurait des travaux qui seraient faits au niveau des puits, de la tuyauterie, canalisation, qu'il y aurait des fuites de réservoirs, changement au niveau de la qualité de l'eau, des odeurs, turbidité. Évidemment, vous êtes tenu de faire une analyse supplémentaire dans ce cas-là, quand vous vous rendez compte que, bon, il y a eu un changement au niveau de votre eau. Également, là, on parle de deux analyses d'eau. Au moment de l'audit, si vous n'avez pas votre deuxième analyse d'eau, ça va entraîner une perte de points. Néanmoins, on considère qu'il est préférable d'accepter une perte de points et de s'en tenir à un calendrier d'échantillonnage qui est établi en fonction de la gestion des risques. Donc, la priorité devrait tout le temps aller sur les moments appropriés d'analyse. Il est toujours possible de soumettre à l'organisme de certification sa deuxième analyse d'eau après l'audit pour récupérer ses points via une procédure de mesure corrective. Bon, par la suite, on sait pourquoi puis quand il faut prendre nos analyses d'eau. Maintenant, comment on peut les prendre, comment on doit les prendre. Donc, on va commencer avec où est-ce que le risque de contamination direct est le plus élevé, c'est-à-dire avec le lavage des produits, des fruits et des légumes. Quand nos fruits et légumes sont lavés, l'échantillon d'eau doit être, il faut avoir un échantillon d'eau du rinçage final, prélevé directement à l'équipement de rinçage final. Donc, soit la série de buse qui est la dernière eau qui touche votre légume ou votre fruit. Ça va permettre de déterminer si votre équipement n'est pas contaminé. Si vous avez plus qu'une ligne d'emballage, par exemple une ligne d'emballage de carottes, une ligne d'emballage de betterave, ça prend une analyse d'eau. Il faut démontrer la potabilité des deux eaux de rinçage final. Donc, pour le nombre de lignes d'emballage que vous avez, le nombre d'eau de rinçage final que vous avez, chacune doit être démontrée au niveau de la potabilité. On a d'autres situations où est-ce qu'on doit prendre une analyse d'eau. Si vous avez un traitement de l'eau, l'échantillon doit être pris à l'endroit où est-ce que le traitement est effectué pour démontrer que votre traitement d'eau est efficace. Au niveau du stockage de l'eau également, si vous faites un stockage d'eau afin de vous garder une réserve pour pouvoir fournir vos opérations, par exemple, vous devez prendre un échantillon également dedans le réservoir, la citerne, pour démontrer que votre système n'est pas contaminé. Par exemple, s'il y a d'autres usages, les bassins de flottaison, l'eau de lavage de main, il faut s'assurer de prendre les analyses d'eau aux endroits appropriés. Donc, directement dans le bassin, au robinet où est-ce que les employés se lavent les mains. Par exemple, si vous utilisez uniquement votre eau pour nettoyer votre machinerie, vos tracteurs et votre récolteuse, point, vous devez prendre l'analyse d'eau au niveau du boyau d'arrosage que vous utilisez ou au bout de la lance de la laveuse à pression qui est utilisée pour nettoyer ces équipements-là. Il faut faire attention, toujours se rappeler au niveau des légumes-feuilles, il y a une particularité, l'eau des bassins doit être potable en tout temps lorsque vous avez des légumes qui rentrent dans la catégorie légumes-feuilles. Ensuite, pour faciliter un peu la chose, si votre source d'eau reste la même pour l'ensemble des utilisations, on accepte
que seule la preuve de potabilité de l'eau de rinçage finale soit suffisante pour démontrer la potabilité de l'eau utilisée pour les autres usages. Donc, dépendamment de votre situation, prendre seulement une analyse d'eau au rinçage final de votre ligne d'emballage, puis démontrer que l'eau est potable, permet de démontrer que toutes les autres utilisations en amont sont potables également. Il faut faire, par exemple, il y a des exceptions. Si votre eau est stockée, traitée ou recyclée, bien là, il faut vous assurer de vraiment démontrer la potabilité de ces eaux-là également. Il manque une... OK. Il manque celui-là, je pense. Non, c'est correct. C'est bon. Ensuite de ça, on parlait tantôt, par exemple, des installations où est-ce que vous avez plusieurs eaux de rinçage finales. Il est possible de faire des analyses composites, c'est-à-dire utiliser une seule bouteille d'échantillonnage pour remplir avec l'eau de plusieurs utilisations. C'est accepté au niveau du programme, mais il faut faire attention, c'est un couteau à deux tranchants. Des fois, on veut sauver sur les frais d'analyse du laboratoire, mais par la suite, si vous envoyez un échantillon qui contient 4 utilisations différentes, puis que l'analyse sort non conforme, ben, vous allez devoir de toute façon prendre 4 analyses séparées pour déterminer où est-ce que est la source de votre contamination. Mais bon, dans certains cas, ça fonctionne bien, mais bon, c'est pas toujours... des fois, c'est des économies de bout de chandelle. Donc, il faut vraiment être sûr de son système là, pour travailler avec des analyses composites. Vous allez avoir dans l'annexe G, il y a plus d'informations au niveau de l'utilisation des analyses composites, comment les faire. Vous pouvez avoir un supplément d'informations à ce niveau-là. Bon, l'eau d'aqueduc municipale. L'eau d'aqueduc municipale, on considère que c'est potable en tout temps. On a tendance peut-être un peu à faire, bon, c'est plus mon problème, mais bon, on a quand même besoin d'analyse pour démontrer la potabilité quand on utilise cette eau-là pour le rinçage final. Quand que notre eau d'aqueduc, on la stocke ou on la traite pour raison X, Y, Z, et quand c'est utilisé pour l'humidification et la brumatisation. L'humidification et la brumatisation, ça s'applique dans toutes les productions à l'exception de la pomme de terre de marché frais et de transformation. Pourquoi on a besoin d'une analyse d'eau dans ces cas-ci, même si c'est de l'eau d'aqueduc municipal? C'est parce qu'on considère qu'on peut avoir une contamination en aval via notre équipement directement sur la ferme. Bon, des petites notes additionnelles au niveau des analyses, parce que bon, des fois, on rencontre ça en audit chez certains producteurs. Bon, toujours s'assurer que le laboratoire où est-ce que vous envoyez votre échantillon d'eau soit accrédité ISO 17025. C'est une exigence du programme. Puis des fois, bon, c'est un détail qu'on ne pense pas à surveiller, puis ça peut causer quand même beaucoup de problèmes quand que le laboratoire n'est pas accrédité. On ne peut pas tenir compte de votre analyse. Aussi également, faire attention, on reçoit une belle notre analyse d'eau, youpi, c'est écrit eau potable, eau conforme, on met ça dans le dossier, puis on attend l'audit. On arrive à l'audit, puis oups, finalement, il y a peut-être 8 coliformes totaux, 0 E. coli. C'est pas accepté par Canada Gap, parce que nous, on doit travailler avec la norme la plus sévère, c'est-à-dire la norme qui est canadienne, qui, elle, exige 0 coliformes totaux et 0 E. coli. Au niveau du Québec, la norme est moins sévère. Si je ne me trompe pas, tout à l'heure, jusqu'à 10 coliformes totaux, ce qui fait que l'analyse peut sortir conforme, mais pas conforme au niveau du programme Canada Gap. Alors, c'est vraiment faire attention à ce niveau-là. Évidemment, bon, chaque entreprise est dans une situation unique. Chaque production peut avoir des exigences spécifiques. Je donne l'exemple au niveau des serres, au niveau de la potabilité de l'eau qui sert à pulvériser des pesticides. Il y a des exigences supplémentaires au niveau des serres ou, comme j'ai dit tantôt, l'eau de lavage des légumes-feuilles. Il y a vraiment des normes qui sont spécifiques à ce groupe de légumes-là. C'est vraiment primordial de toujours se référer au guide pour votre production en particulier. Si vous êtes dans le doute, je suggère fortement de consulter la section foire aux questions du site Canada Gap qui est très complète, qui contient beaucoup d'informations, ou de lâcher un coup de fil à un conseiller en salubrité à la ferme qui va pouvoir vous guider dans vos démarches. Le site de la foire aux questions de Canada Gap se trouve dans la première colonne sur le site Internet, complètement à la fin.
Et ça couvre pas seulement les analyses d'eau, ça couvre l'ensemble des sections du guide et aussi des questions par rapport au processus d'audit, processus de certification. Je vous dirais que ça vaut la peine de prendre 2-3 heures dans votre hiver pour aller vraiment aller lire qu'est-ce qui est écrit là-dessus. C'est une mine d'informations. Alors, je vous remercie de votre patience. Merci Amélie. Des quelques questions Oui, pendant que tu parlais. Il y en a des fois qui sont arrivés avant que tu donnes l'information, donc on va essayer de s'assurer qu'on pose comme il faut les questions qui n'ont pas été répondues. Tout de suite, parce que j'espère qu'il est toujours en ligne, il y a Stéphanie Bellil qui demande à François Pizardi si c'est possible de donner plus de détails concernant le cours dont il a inscrit une note là, dans la section publique du clavardage, le cours à Saint-Jérôme du 20 février. Donc, Stéphanie souhaiterait avoir plus de détails à ce sujet-là, si c'est possible pour toi, François, d'en donner. Dans le fond, on commencerait avec la question de Gaël Charpentier qui demande en fait si Innovterra Service Conseil donne des services d'aide pour Canada Gap, exemple, remplir des registres ou bien préparer à l'audit. Oui. On a des services conseils pour vous aider à implanter les normes sur votre ferme, donc principalement de services conseils. On fait également des audits internes aux besoins. Remplissage de documents, ça dépend de ce que vous voulez dire. Évidemment, on ne peut pas remplir les registres à votre place, mais on peut quand même vous aider à optimiser votre système pour personnaliser certains registres puis faciliter un peu l'implantation du système sur votre entreprise. Mais bon, c'est une approche vraiment individuelle d'une entreprise à l'autre, c'est différent. Mais effectivement, là... Est-ce que les services par rapport à la salubrité sont couverts dans les programmes de services conseils ou... L'information que j'ai eue dernièrement de la part d'une directrice d'une des régions, c'est que oui, le service conseil en lien avec la salubrité est subventionné par le réseau AgriConseil. Évidemment, il ne subventionne pas le fait justement de remplir des registres à votre place, mais au niveau de, bon, arriver sur votre entreprise, regardez comment est-ce que vous travaillez, vous suggérez des propositions, comment vous installer, comment monter votre système. Ça, c'est payé, c'est subventionné par AgriConseil au niveau du service conseil technique. Donc, dans les différents réseaux, il y a déjà une liste de conseillers qui peuvent donner des services en salubrité. Oui, c'est nouveau parce qu'il y a eu une période où est-ce que c'était plus accepté. Je l'ai su peut-être un mois qu'ils ont peut-être changé un peu leur façon de voir ça, vu que c'est vraiment du service conseil. Si jamais c'est problématique, peut-être juste me faire un petit coup de fil, puis je vais vous référer à la personne chez AgriConseil qui me l'a mentionné que c'était possible. Parfait, merci. Donc, dans chacune de vos régions, il y a les réseaux AgriConseil, donc c'est peut-être de lâcher un petit coup de fil pour voir un peu ce qui est offert là, plus près de chez vous, idéalement. Une question de Yvan Lépine, comment on fait pour analyser une eau qui aurait déjà un produit phytosanitaire mélangé avec? Moi, je considère que ça... Peut-être qu'Eda pourra m'éclairer, mais moi, je considérais peut-être de prendre l'analyse d'eau avant de rajouter l'antigerminant dedans. C'est vraiment plus l'eau avant l'utilisation avec l'antigerminant que il faudrait considérer la potabilité. OK, merci. Marjolaine Beauregard demande... en fait, elle a juste une question au niveau du fait qu'elle pensait que normalement, il fallait avoir déjà les deux analyses avant l'audit. Je pense que tu as abordé déjà un peu. Oui, j'ai fait une précision à ce niveau-là. En effet, comme j'ai mentionné tout à l'heure, au moment de l'audit, s'il vous manque la deuxième analyse, ça va amener une perte de points. Néanmoins, dans des situations où est-ce que, la première analyse d'eau, je donne des exemples, mais bon, il faut voir chacune des situations à chacune des entreprises. Mais dans une situation où est-ce que vous débutez la récolte le 15 août, comme dans l'exemple que j'ai donné, vous prenez l'échantillon le 25 juillet, puis que votre audit, supposons le 30 août, ça impliquerait que vous preniez une deuxième analyse à l'avant-dernière semaine d'août, donc il y aurait peut-être même pas un mois entre les deux échantillons.
ça devient problématique au niveau de l'auditeur. Donc, dans ces cas-là, des fois, c'est mieux de dire, OK, on va perdre les points sur le moment. Et une fois que la deuxième analyse sera prise, la soumettre à l'organisme de certification pour récupérer ces points-là. Parfait, merci. Véronique Jacques demande des précisions. Si on a débuté nos activités le 15 juillet, pourquoi faire une analyse d'eau le 16 juillet alors elle se demande si normalement il ne faudrait pas le faire avant d'avoir débuté le 15? Bien, dans le fond, dans l'exemple que j'ai donné, la date qui a été choisie comme la date de début des opérations de l'entreprise était le 15 juillet. Si on regardait dans les diapos précédentes, Canada Gap exige que l'analyse d'eau, la première analyse d'eau, soit faite après la date de début des opérations. Donc, ce qui fait que dans ce cas-ci, étant donné que la date de début des opérations est le 15 juillet, oui, c'est ça, on devait prendre la première analyse le 16 juillet, donc immédiatement après la date de début des opérations. Parce que l'eau est déjà en utilisation par l'équipe, par les employés. Donc, il faut déterminer au plus vite la potabilité de ce eau-là. Merci Amélie. On continue. Si on a de l'eau municipale, est-ce que c'est seulement au rinçage final de la ligne d'emballage qu'il faut avoir des analyses d'eau? Question de Liane Côté. Oui. Donc, dans le fond, ça dépend de comment est-ce que vous êtes installé, évidemment. Oui, ça prend une analyse d'eau pour le rinçage final. Si, comme j'ai expliqué dans une autre diapo, l'eau de rinçage final peut permettre de démontrer la potabilité des autres usages. Donc, c'est un peu particulier comme question. C'est un peu difficile de répondre sur le on the spot, je dirais. Là, c'est possible. On pourra peut-être juste revenir avec un suivi, juste donner exactement la réponse adéquate. Là. Parfait. Merci. Une question de Bruno Lebois. Est-ce que l'eau qui est stockée en circuit fermé, on doit prendre une analyse également? Edouard pourra confirmer avec moi, mais moi, la compréhension que j'ai au niveau des normes, quand c'est un système qui est fermé, donc on ne peut pas avoir accès à l'eau qui est dedans la citerne par aucun moyen, il n'y a pas d'analyse qui est nécessaire dans ce cas-là. OK. On continue avec une question de Marjolaine Beauregard. Est-ce que vous avez des sources ou un moyen pour structurer une étude pour l'utilisation des produits chimiques lorsque nos produits vont à l'exportation? OK. On sort un peu là, du sujet de la conférence, mais je sais que c'est un sujet qui est quand même assez pointu là, dans les audits. Je vous dirais, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut déterminer, c'est de démontrer que les produits qu'on applique sur nos légumes, sur nos fruits, sont acceptés également dans le marché de destination. Donc, il faut partir de quelque part, puis c'est de travailler avec les limites maximales de résidus, les LMR. Qu'est-ce qui est demandé, c'est de démontrer qu'on a vérifié les LMR américaines et les LMR canadiennes et qu'on respecte des deux côtés, dans le fond, qu'est-ce qui est exigé. Par la suite, je vous dirais peut-être de consulter avec un conseiller en salubrité, mais dépendamment des légumes que vous avez, ça peut être plus compliqué ou moins compliqué. Il y a des légumes qui sont très faciles à gérer à ce niveau-là parce que souvent les homologations sont les mêmes pour les matières actives des deux côtés de la frontière, mais il y a certains légumes que c'est beaucoup plus compliqué. Fait que dans le fond, c'est vraiment de travailler avec les matières actives, les LMR, puis avec ça, faire des équivalences au niveau américain, au niveau canadien, pour s'assurer que les deux sont autorisés dans les deux pays. Parfait. On a une question qui vient de rentrer de Yolène Fillon pour les analyses pour l'application de produits à l'entreposage. On a besoin de faire 2 analyses. C'est une question. Dans le fond, ça dit que dans le fond, normalement, on utilise des applicateurs à la récolte pendant 1 mois. Donc, on doit prendre 2 analyses quand même, ou bien c'est pas 2 la réponse? Heather, je comprends la question, je comprends la logique là, en arrière de tout ça. Je voudrais peut-être juste que Heather puisse confirmer à ce niveau-là. Je ne sais pas si Heather, tu peux t'ajouter à la discussion puis remettre ton vidéo actif là, pour qu'on puisse te voir. Oui. Alors,
Retour de son. Désolée. Ça va. Amber a quitté le webinaire, alors je ne sais pas la réponse à cette question, mais on peut l'inclure dans notre suivi de questions et réponses. Parfait. On va donner suite, Yolem, dans un suivi par courriel là, après le webinaire. Je pense ah oui, il y a les informations concernant la formation dont François Pizardi parlait là, du 20 février prochain à Saint-Jérôme. Pour ceux qui ne peuvent pas voir tout ce qui se passe dans le clavardage, c'est Innovaltech, formation audit interne de 1 jour au coût de 350 $. Et si on va sur le site de Innovaltech, puis je comprends qu'il faut aller dans la section cours à venir GFSI. Donc, et il y a une bonne blague sur l'alerte Amber pour faire un lien avec la conseillère qui vient de quitter. Dans le fond, on a l'air d'avoir fait pas mal le tour des questions. On va s'assurer de les vérifier là, pour faire les suivis par courriel. Merci encore, Amélie, de t'être prêtée à l'exercice du multimédia. Merci à vous d'avoir participé et d'avoir animé le webinaire avec vos questions. Comme je vous disais au début, vous avez reçu un sondage SurveyMonkey en ligne. Donc, merci de prendre quelques minutes pour y répondre, pour orienter nos prochaines activités. Surveillez aussi les informations qui viennent du MAPAC. Ça bouge beaucoup ces temps-ci au MAPAC au niveau des programmes d'aide financière. Donc, il y a peut-être quelque chose qui peut vous aider dans vos projets. Et dans le fond, c'est toujours possible pour vous de télécharger les documents là, comme ce qui a été expliqué au début du webinaire. Donc, ils vous sont disponibles puis ils seront mis en ligne sur le site web du MAPAC régional Montréal-Laval-Lanaudière ainsi que sur Agri-Réseau. Et pour les 2 prochaines semaines, il vous sera possible de revisionner, réécouter pour ceux qui n'ont pas pu le faire, le webinaire actuel. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée puis merci encore de votre participation. Au revoir.